Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Le sort de la RDC se décide-t-il en France? Tout porte à croire que Moïse Katumbi, syndicat d'Okolo, les hauts cadres du RASOP, Denis Mukwege, Bruno Tshibala, tous vont au pays d'Emmanuel Macron. Et bientôt, le chef de l'État, Joseph Kabila, pourrait rencontrer son homologue français, Amira Otoko, pour cet élément. Des mobilisations à Paris, à Kinshasa, à New York, afin d'exiger le départ du président de la République, Joseph Kabila, d'ici le 31 décembre en cas de la non-tenue des élections. En France, Moïse Katumbi, syndicat d'Okolo, quelques hauts cadres du RASOP, des sympathisants ont signé un manifeste citoyen. De retour à Kinshasa, Félix Tshisekedi se déverse. Il lance un appel à l'unité de l'opposition pour chasser Kabila. L'appel est bien accueilli par ses pairs. Toujours en France, le célèbre docteur Denis Mukwege sort de sa réserve sur la crise politique et se dit prêt à conduire la transition. Kinshasa, bien qu'en mal de soutien international, refuse de croiser les bras et dépêche Bruno Tshibala. Malheureusement, c'était un rendez-vous manqué pour ce dernier qui n'aura pas réussi à porter haut et fort la voix de Kinshasa qui cherche à justifier un nouveau report de l'élection présidentielle au-delà du décembre 2017. Face à cette situation, le chef de l'État pourrait rencontrer Macron lors de son prochain voyage à Paris. La France redoute déjà les réactions des combattants. Pendant ce temps, selon la Voix de l'Afrique au Canada, les membres de la diaspora congolaise de New York se mobilisent pour une marche le 22 et le 23 septembre et comptent à cet effet déposer un mémo au président Donald Trump ainsi qu'au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, concernant la situation politique de la RDC. Certaines indiscrétions font état d'un troisième dialogue entre Congolais en gestation sous l'égide de SASO avec pour objectif se mettre autour d'une table pour traverser la date du 31 décembre 2017 sans turbulence. Approché, Kalele Kabila, cadre du RASOP, est au micro de Patricia Mastaki et Luzon Kiassi. Suivez. C'est une perte de temps, lâche Kalele Kabila. Le rassemblement dont j'ai fait partie, nous ne sommes pas partie prenante dans une toute démarche tendant à un troisième dialogue. C'est une perte de temps. La personne de M. Sassou Nguesso, comme facilitateur, ne peut pas inspirer confiance à un Congolais sérieux que M. Sassou Nguesso n'est pas différent de Kabila. Il était au terme de ce deuxième mandat, il a manœuvré pour changer sa constitution, il s'est maintenu. Est-ce qu'il peut conseiller à Kabila de ne pas briguer un troisième mandat? Il n'est pas un facilitateur neutre, crédible. Faisant d'une pierre deux coups, ces cadres du RASOP rejette en bloc la proposition de Nanga sur le vote semi-électronique. Nous la rejetons. Il y a eu beaucoup de pays, dont la France et beaucoup d'autres, qui ont essayé ce système, qui sont arrivés à la conclusion que de possibilités de tricher sont innombrables. Le problème, ce n'est pas le vote manuel, le vote semi-manuel, le vote électronique. Le problème de fond, madame, c'est la volonté de faire des choses de manière transparente. En rapport avec un troisième dialogue, Pati Katanga, coordonnateur du Front National, désapprouve l'idée. Pour lui, Kabila doit partir d'ici le 31 décembre. Il est au micro d'Arnaud Massamba. Regardez. L'accord de la Saint-Sylvestre interdit toute modification de la Constitution, même en passant par le référendum, révèle Pati Katanga. Donc s'il faut convaincre, c'est au peuple congolais qui devra convaincre pour soi-disant un référendum, pour soi-disant un troisième dialogue. Mais si vous regardez, vous sondez tous les Congolais, ils vous disent qu'ils sont contre. Ils sont contre le troisième dialogue parce qu'il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie que M. Kabila respectera les résolutions qui sortiraient d'un troisième dialogue. Il n'y a aucune garantie. On a eu les concertations nationales, il n'a pas respecté. On a eu le dialogue de la cité de l'OIA, il n'a pas respecté. On a eu le dialogue du centre interdiocésain chez les prêtres, il n'a pas respecté. Donc, un énième dialogue
est malvenu parce que nous avons en face quelqu'un qui est de mauvaise foi. Bon, mais s'il veut chercher un référendum, parce que j'ai vu qu'ils ont commencé à placer les banderoles partout pour en appeler au référendum. Quelle est la question qui sera posée aux Congolais? Ils ont peur d'écrire sur leur référendum la question. Il faut qu'ils nous disent aux Congolais, le référendum est constitutionnel. Nous en sommes conscients. Mais lorsque nous avons signé l'accord du 31 décembre 2016, dans cet accord, il est expressis verbis écrit que pendant cette période, jusqu'au 31 décembre, avant les élections, il ne peut y avoir modification de la Constitution. Donc il ne peut y avoir référendum. À l'avenir, de nous éclairer davantage. Après la rencontre Joseph Kabila-Denis Sassou Nguesso à Brazzaville la semaine dernière, plusieurs indiscrétions renseignent que le Raïs était parti solliciter les bons offices de son homologue pour la tenue d'un troisième dialogue en gestation sur la crise herdo-congolaise. Situation qui motive cette réflexion de Justin Manioungo. Suivez. Après une certaine source, un probable troisième dialogue qui se tiendrait sous la facilitation de Denis Sassou Nguesso serait en gestation. C'est ce qui était, selon la même source, au menu des échanges entre Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, ainsi que son homologue Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, lors de leur dernière rencontre à Brazzaville la semaine dernière. De tout cela, plusieurs questions se posent. En quoi servirait un troisième round de conciliabule entre la classe politique congolaise ainsi que sa société civile, quand on sait qu'elles se sont rencontrées déjà à des reprises à la Cité de l'Union africaine autour du facilitateur africain Edem Kodjo et à la CENCO sous l'égide des évêques catholiques dont les suites sont restées sans succès. Quelle sera la crédibilité de ces énièmes dialogues face à l'opinion, quand on sait que la majorité présidentielle ainsi que son autorité morale, Joseph Kabila, ont du mal à appliquer les résolutions assorties des dialogues? Qu'en est-il de la participation de l'opposition congolaise à cette rencontre politique, quand on sait la position du Rassemblement limité, de l'INC, du MLC, ainsi que de plusieurs ailes de la société civile qui refusent de retourner à la table des négociations? Accepteront-ils de dialoguer à nouveau avec Joseph Kabila? Et puis, ces dialogues, ne serait-ce pas pour Joseph Kabila un objectif qui pourrait l'aider à traverser paisiblement la date du 31 décembre 2017 qui marque l'expiration de son mandat d'une année lui accordé par l'accord de la Saint-Sylvestre? Toutes ces questions gangrènent les esprits des milliers de Congolais qui ne jurent que sur les changements au sommet de l'État au moyen des élections. Alain P. Benoît Yolama, cadre du PPRD, estime que la tenue d'un référendum est constitutionnelle et démocratique. Il est au micro de Jocelyne Luanga. Eziko Bwanda, suivez. Benoît Yolama appuie l'idée du référendum car selon lui est constitutionnel et démocratique. On n'a jamais embrouillé des gens, madame. Le référendum est constitutionnel et le référendum est démocratique. Pourquoi on refuse le référendum? Nous estimons que le président Kabila peut encore faire la vie. Nous estimons que la territoriale des autochtones a posé problème. Les cas des nombreux événements que nous avons connus dans l'espace kassaïen et d'autres événements que nous avons connus dans d'autres provinces, nous estimons qu'il y a un problème avec cette territoriale des autochtones. Il faut la changer. Absolument, il faut la changer. Surtout si nous tenons que nous ayons encore ce Congo que nous avons hérité depuis 1885. Mais si nous tenons à garder la formulation actuelle qui est constitutionnelle, nous aurons encore beaucoup de problèmes. Moi, j'estime, et je le dis avec responsabilité, qu'il y a nécessité de revoir la Constitution. Pas modifier les dispositions constitutionnelles, mais il y a nécessité de changer la Constitution, puisque la Constitution pose beaucoup de problèmes pour notre société. Et il faut absolument que chacun de nous, là où il est, travaille pour que nous puissions arriver à des résultats escomptés. De politique en politique, le référendum, bien que constitutionnel, n'est pas le bienvenu chez les politiques. Moïse Monidela, président du CONAD, hausse le ton. Il est au micro de Paulin Kamaïndoa et Belgodor Mutombo. Suivez. Moult questionnements autour de l'idée d'un probable référendum. Moïse Monidela la qualifie d'incantation, voire une rêverie. On ne peut pas empêcher les gens de faire des incantations. Il y a des gens qui prennent les rêves pour une réalité. On ne peut pas empêcher les gens de rêver. On ne peut pas empêcher les gens de se distraire. Les référendums, pourquoi faire? Pour déverrouiller l'article verrouillé? Non, le 220 est verrouillé. Donc on ne peut pas le déverrouiller. C'était la volonté de législateur. Donc c'est peine perdue. On ne peut pas parler de... Aujourd'hui, le jeu est engagé.
La compétition, et nous sommes presque en pleine compétition déjà. En principe, on devait être en pleine campagne. Parce que les élections, c'est dans quelques jours, en principe. Et vous trouvez que c'est le moment de changer la Constitution, de faire les référendums? Non seulement la Constitution ne nous permet pas, l'accord ne permet pas. À l'en croire, ces cadres du RASOP rejettent en bloc la main que leur tendrait Joseph Kabila pour un troisième dialogue. Moi, je souscris à l'application stricte de l'accord de la CEDEAO, qui souffre de son applicabilité. Est-ce que ça sera encore un dialogue de sourds, de dupes? Parce qu'avec M. Kabila, on n'a pas confiance. Moïse Monidela aujourd'hui pense à l'opération occupation de terrain qui va permettre au peuple congolais de se prendre en charge conformément à l'article 64. Processus électoral, on en parle dans ce journal. Proposition du vote électronique de Corneille Nangaa. Approché, Stéphane Zita, centriste et président du PPPC, qualifie de distraction et d'utopie la démarche du patron de la centrale électorale. Philippe Vumpi et Zikobanda. Stéphane Zita, président du PPPC, qualifie des aventures la proposition de Corneille Nangaa sur le vote électronique. Pendant qu'il y a encore beaucoup de choses non faites, la CENI nous propose des choses qu'elle va faire alors que ce qu'il est demandé ne fait pas encore. Voilà ce qu'on appelle un fantasme. Donc le vote électrique dont parle la CENI, ce n'est rien que un mode scrutin irréalisable avec la qualité des auditeurs que la CENI a déjà eu en premier lieu pour enrôler 100 à 120 personnes par jour. Alors qu'ici, il nous faut faire plus que ça. Si nous allons avoir un nouveau logiciel, il faut la formation de la main-d'œuvre. Ce n'est pas seulement avoir un logiciel, mais il faut former les gens qui seront une main-d'œuvre qualifiée et à mesure, capable et compétente de travailler avec cette main-d'œuvre, cette machine-là. Alors que le temps n'est pas là. Donc ce que nous voyons ici, c'est une aventure de très mauvais goût. Faisant d'une pierre deux coups, l'homme propose un plan de sortie à la crise actuelle. Nous avons proposé l'autorité nationale de transition qui sera composée des gens qui représentent le peuple congolais, donc les 4 grands groupes religieux de tendance catholique, tendance protestante, tendance kimbanguiste et tendance islamique, d'envoyer leurs chefs spirituels qui vont composer avec 3 femmes dignes qui ont des mains qui sont propres, qui n'ont pas touché dans la marmite de l'État pour voler et qui n'ont pas de sang dans leurs mains. On va y ajouter un intellectuel de premier rang, de préférence un professeur émérite, et à cela on va ajouter le sénateur à vie. En société, dans le Congo central, le quartier Biloso à Kasangulu, dans le noir depuis quelques mois, les habitants de ce coin lancent un SOS. Priska Bokatola et Belgodor Mutombo, regardez. Kasangulu, dans le Congo central, n'échappe à la privation du courant électrique. Au quartier Biloso, selon les habitants, les poteaux du courant électrique, les appareils électroménagers sont plus des fantaisies au lieu d'être utiles. alors ce courant les mulili basi matunda bokeiki sikuna ibite basi mwana de bare uzunga bana biso obie uzunga national ibite jusqu'à présent ba peut-être transformo ezali ezate igoya contexte igoya bon finalement tu es battu et on doit se la faut transformer ya courant pour population quand même ici donc on a pas difficulté ma casse pour ma charge ata koteka pe bien parce que cabine c'est un défaut c'est pour rendre des allées au monde qui koteka na cabine za bien donc c'est un effet de bazon c'est la chose à la SNEL de se mettre à l'œuvre pour rétablir le courant. À présent, votre rubrique tant attendue, devoir de mémoire. En ce jour, les projecteurs sont braqués sur Corneille Nangaa, président de la CENI. Suivez.
on a février 2016. Oui, en 2006, tu as 25 millions d'électeurs. Mais tu as qui paye 16 mois. Bisous de ça, la macasi, tout ça, que nous planifié que non, tout ça, quand même, à 16 mois. Quand il y a 16 mois, tu as un fichier, ce que tu as aussi fichier. Tu as banni de ce qu'on va bénir. Opération scrutin, donc 16 mois dont vous parlez, c'est la suite de notre évaluation que nous avions faite depuis le mois de décembre 2015. Et les 16 mois et un jour dont on a parlé ont commencé à courir depuis le mois de mars. Il est évident qu'avec ces éléments et avec la collecte des données qui commence plutôt le 30 juillet, il s'est fait que nous aurons besoin d'un peu plus de temps. Et ce qui veut dire qu'en 2016, il est fort probable, il ne sera pas possible de tenir les élections. Non, nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral, toutes choses restant égales par ailleurs, le 31 juillet 2017. Et nous allons convoquer l'électorat pour les 3 scrutins en novembre 2017. Bisous de ça, la macasi, tout ça, que nous planifié que non, tout ça, quand même, à 16 mois. L'autre bandit, on a février 2016. La CENI travaille dans l'esprit de l'accord du 30 décembre 2016, qui indique entre autres que l'élection doit se tenir en décembre plus tard en 2017. Les paramètres à notre présence nous donnent plus ou moins les raisons de penser qu'en décembre, il ne sera probablement pas possible de tenir cette date. Donc on va évaluer la capacité du gouvernement, comment il va procéder au plan de décaissement. Le gouvernement va s'exécuter normalement. Les gens ont tendance à penser que le gouvernement est un coffre fort où il peut tirer et donner. Non, le gouvernement aussi se recherche. Jusque-là, décembre, gouvernement les acteurs politiques, surtout congolais, c'est d'abord, il faut saluer que c'est une classe politique très intelligente, c'est une classe politique très responsable. La date du 31 décembre n'a jamais été donnée par la commission électorale. C'est des acteurs politiques qui se sont réunis autour des événements. La CENI a donné les avis techniques qu'ils n'ont pas suivis, mais que les signataires ont fait. Les acteurs politiques, surtout congolais, c'est d'abord, il faut saluer que c'est une classe politique très intelligente. Même à la signature de l'accord, ils le savaient tous. Ils savaient quoi? Et ils savaient tous que non, la tenue des élections en une seule séquence, donc les 3 scrutins en une seule séquence, c'était un pari difficile. 1 juillet 2017, et nous allons convoquer l'électorat pour les 3 scrutins en novembre 2017. Et la date du 31 décembre n'a jamais été donnée par la commission électorale. C'est des acteurs politiques qui se sont réunis autour des événements. Les acteurs politiques, surtout congolais, c'est d'abord, il faut saluer que c'est une classe politique très intelligente. Et ce qui veut dire qu'en 2016, il est fort probable, il ne sera pas possible de tenir les élections. En décembre, il ne sera probablement pas possible de tenir cette date. Ça veut dire que je resterai président jusqu'à la fin de ma mission, et quand mon mandat se terminera en 2019, je partirai, je serai remplacé par quelqu'un d'autre. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Carbone Béni, bonjour. Bonjour Peter Chen. Responsable du réseau Filimbi, Carbone Béni est connu aujourd'hui, combattant de la liberté, des jeunes aujourd'hui qui se battent pour le changement dans ce pays. Carbone Béni, vous venez de l'Europe, vous avez pondu un manifeste, mais ça crie à gauche, à droite. Vous êtes allé chez les impérialistes pour saper votre pays. Lumumba doit retourner dans sa tombe. Votre réaction, Carbone Béni? C'est de l'aventure, c'est toute une distraction conçue par un régime finissant, un régime dictatorial, qui a la seule marge de manœuvre de distraire la population, de détourner les informations, de désinformer, pour que l'opinion soit, n'est-ce pas, puisse suivre quelque chose qui n'est pas réel et qui n'est pas vrai. L'indépendance du Congo a été obtenue en Belgique. Les accords le dialogue de Sun City, tout ce que vous voulez, ce n'était pas au Congo. Tout ce qui s'est fait pour le Congo peut se faire
dans notre pays ou à l'extérieur du pays, ça fait partie de l'histoire. Lorsque Lumumba dit l'histoire du Congo ne sera pas écrite à Washington, à Bruxelles, à Paris, ça serait écrit du site de Sarah jusqu'où, je ne sais pas, ça serait écrit par les Africains. Cela ne veut pas dire que ce qui s'est fait pour le Congo doit se faire qu'au Congo ou à Kinshasa. Non. Lorsque Trump quitte les États-Unis pour Paris, signer voilà, des accords sur le climat, donc ça s'est fait sur Paris, mais c'est une histoire des États-Unis aussi. Alors ça, c'est une distraction. Nous étions à Paris pour réfléchir sur comment pondre ces manifestes qui est aujourd'hui, pour nous, la seule idée, qui puisse non seulement rassembler tous ceux qui peuvent aujourd'hui militer pour le départ de Kabila, mais qui puisse aussi mobiliser la population pour des actions. Avec l'argent de Soros. Soros, je l'ai entendu, je l'ai connu plus chez Jean-Marie Kassamba, sur Télé 50, mais je crois que c'est un monsieur qui a toujours, depuis un bon moment, soutenu des organisations internationales. Il a une fondation où il met à la disposition de ceux qui militent pour la promotion des droits de l'homme, la promotion de la démocratie, des moyens pour faire leur travail. Alors, nous étions à Paris, pas avec l'argent de Soros, ce sont les contribuables d'abord congolais, des cadres d'entreprises. Avec l'argent des syndicats? Syndicat, c'est un citoyen congolais. Je crois que s'il a contribué comme il l'a fait pour le manifeste, c'est un citoyen, de même que Philippe y a contribué et tant d'autres qui ont contribué. Donc, syndicat n'est pas un démon. Syndicat n'est pas, voilà, la bête noire. Et c'est un citoyen qui a largement contribué aussi pour que nous ayons ces assises de Paris et tant d'autres aussi ont mis leurs moyens. L'objectif, c'est un manifeste que vous avez pondu, mais l'objectif c'est Kabila ici. Kabila doit partir le 31 décembre 2017, c'est fini. Mais ça se fera comment? On a entendu ici, le 19 décembre 2016, c'est fini. Kabila a glissé. Maintenant, d'ailleurs, on parle d'un dialogue en gestation sous l'égide de Denis Sassou Nguesso. Vous allez faire comment pour défenestrer quelqu'un qui a toute une armée avec lui? Toutes les personnes qui ont précédé Kabila dans une logique de dictature ont toujours eu des armées. La plus récente histoire, il y a 20 ans, c'est avec Mobutu, qui avait une armée et des services de sécurité. Le Congolais, les Aïrois à l'époque ne pensaient pas que Mobutu pouvait fuir. Il a fui par les armes. Il a fui par les armes. Pas un Carbone Béni qui vient de l'Europe et il est venu, il va chasser Kabila. Par contre, Compaoré a fui par une révolution populaire. Donc, il avait aussi l'armée et il a fui par une révolution populaire. C'est possible. Et nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, ce n'est que la voie des armes qui puisse faire partir Kabila. Kabila finira par partir coûte que coûte. Et nous sommes en train de préparer, d'organiser une mobilisation, une forte mobilisation citoyenne. Le manifeste de Paris a 2 ou 3 choses essentielles que le Congolais doit retenir. Premièrement, Kabila n'est plus président. Parce qu'en 2016, il avait déjà épuisé son second et dernier mandat. Il y a eu un accord consensuellement. La classe politique, la société civile ont pu lui donner cette légitimité avec des objectifs. Mettre en place l'arrangement particulier et puis des élections. Du moment où l'arrangement particulier n'existe plus parce qu'il a tout saboté, il y a un dédoublement du rassemblement. Il y a des personnes qui n'ont pas la légitimité du rassemblement et on les a envoyé les autres. Et puis deuxièmement, Nanga vous dit clairement qu'il n'y aura pas d'élection. Donc nous déduisons pour dire que M. Kabila n'est plus président de la République, aujourd'hui là. Et maintenant, il y a un deuxième aspect. Il faut se mobiliser pour faire échec à ces régimes qui a pris le pouvoir par force maintenant. Et comment se mobiliser? Il faut activer l'article 64 qui n'a jamais été activé. Nous avons tous crié sur l'article 64, mais on ne l'a jamais mis en œuvre. Et maintenant, il faut activer cet article de la Constitution en mettant ensemble toutes les forces vives, sociales et politiques, pour que nous puissions coordonner les actions sous le manifeste Essili. Et en définitive, si nous parvenons à faire partir Kabila d'une manière pacifique et citoyenne, nous aurons une transition. Donc il doit y avoir des négociations, des assises, pour avoir une transition qui peut nous mener aux élections présidentielles et législatives. Et si vous ne parvenez pas à faire partir Kabila de manière pacifique? Nous sommes dans une lutte. Filimbi, c'est une lutte, c'est un état d'esprit. Et la lutte, c'est toute une guerre. Et dans la guerre, il y a des batailles que vous gagnez, des batailles que vous perdez, et la guerre continue. Je dis en amont que Kabila quittera coûte que coûte le pouvoir parce qu'il ne peut pas dépasser tout le Congolais. J'ai quelque chose que j'ai toujours dit, ils ont 2 millions, mais nous sommes 2 millions. Donc c'est un rapport de force entre être et avoir. Ils ont.
nous avons, plutôt ils ont, nous sommes de millions. Et les millions de Congolais ne peuvent pas pris en otage par un groupe de personnes qui ont des millions de dollars pour corrompre, pour débaucher, pour détruire, pour acheter des armes. Donc finalement, nous parviendrons à gagner. Mais il faut se rassurer que cette année, nous allons faire encore un effort de remobiliser la population. Vous allez agir comment? Nous sommes déjà en train d'agir. Comment? Nous avons commencé par la vulgarisation du manifeste. Nous comptons aujourd'hui plus de 25 000 Congolais, citoyens congolais qui ont adhéré. Adhérer voudrait dire, nous avons leurs adresses, des numéros de téléphone, de mail, ils peuvent être sensibilisés. Au sein d'une population de 80 millions d'habitants, je parle d'un échantillon de 25 000 personnes dans l'espace de 2 semaines. Et nous sommes dans la phase de sensibilisation pour l'adhésion. Et nous allons, dans le jour qui vient, faire des sensibilisations sur terrain pour vendre l'idée du manifeste. Les Congolais doivent s'approprier cette idée, comprendre que réellement ici, nous devons nous mettre ensemble. Politiciens, nous les avions vus, majorité, plutôt rassemblement, MLC, G7, Dynamique, tous. Majorité, on ne peut pas le voir parce que ce sont des Comment vous disqualifiez déjà certains compatriotes? Là, vous devenez injuste, vous confondez tout le monde. Nous sommes dans une guerre contre les oppresseurs, contre les dictateurs, contre les statu quo, contre ceux qui veulent la misère du peuple, contre ceux qui veulent la pauvreté. C'est le pouvoir en place, c'est la majorité qui est représentée par Kabila. Ce sont nos premiers adversaires. Pourquoi vous ne soutenez pas Nanga, qui dit que maintenant, puisqu'on doit aller rapidement aux élections, c'est la machine électronique pour réduire le coût aller aux élections? Soutenez-le. On ne sait pas d'ailleurs quand est-ce qu'il y aura élection. Et il nous parle de vote électronique. Mais non seulement que ça ne va pas marcher, parce que le manifeste Essili ne parle ni des élections, ni de Nanga, ni de Kabila. C'est-à-dire, si vous nous parlez de Kabila, distraction. Vous nous parlez de Nanga, distraction. Du vote électronique, distraction. Vous parlez de quoi? Les élections dans notre pays sont aujourd'hui conditionnées par le départ de M. Joseph. Et tout son régime. Les élections aujourd'hui sont totalement conditionnées par ce départ, par le fait que Kabila disparaisse totalement de l'échiquier politique et que nous puissions avoir une transition qui va veiller sur la fiabilité du fichier, qui va veiller sur la crédibilité des élections, qui va veiller et s'assurer sur tout ce qui pourrait aller avec des élections crédibles et puis un état de droit. Est-ce que vous pouvez pas lever l'option d'un dialogue sous l'égide des Sassou qui pourrait peut-être résoudre la situation des uns et des autres? Aujourd'hui, dialogue ou pas dialogue, il faut nous oublier Kabila. Il faut faire en sorte que ces messieurs, son nom soit vraiment mis à côté de la démarche et de l'actualité politique. Et là, nous aurons des élections. S'il y a dialogue aujourd'hui même, si on nous dit que voilà, comment on peut dialoguer pour que Kabila soit mis hors d'état de nuit, vraiment nous y allons directement. Et demain, nous avons un président de transition pour des élections. Mais tout dialogue autour de Kabila, nous n'irons pas, ça ne se fera pas. Et même si ça se fera, on va le combattre, la population va combattre tout ce qui est idée qui va dans le sens de déstabiliser la République. Donc, en définitive, pour vous, c'est un affrontement aujourd'hui avec Kabila. Vous aussi, la nana Kabila. Et Sili. Parce que lorsque l'injustice devient la loi, la résistance est un devoir. Face à Kabila, nous résistons. Et nous sommes des millions à résister. Et il suffit de canaliser... Vous êtes sûr de vous? C'est Macron qui est derrière vous? Derrière qui est derrière vous? Ou le manifeste? Manifeste, qui est derrière vous? Le peuple. Je t'ai dit, L'Angola avec syndicat? Chani, tu dois vulgariser cela. La population doit comprendre qu'ils sont des millions. Et que Kabila n'a que 2 millions. Donc il doit se faire tuer. Les millions de Congolais ne peuvent pas être pris en otage par un monsieur comme Kabila ou son régime. Carbone Béni ne va pas trahir comme certains jeunes qui se sont battus comme Philippe Bila. Mais aujourd'hui, bien dommage. Est-ce que Carbone Béni peut aujourd'hui dire aux Congolais que lui, parce qu'il semble que tout le monde a un prix, le prix de Carbone Béni, c'est quoi? Les images restent. Les images restent. Je vais vous dire ce qui coûte plus cher, c'est la vie. Il n'y a rien qui peut compenser la vie d'une personne. Et la lutte que nous menons, celle que je mène depuis plus de 10 ans, c'est ma vie en danger. C'est ma vie que j'ai mise en danger. Et si je perds ma vie aujourd'hui, personne ne peut le récompenser. Tiens, ce que je te dis,
les temps pourra nous démontrer que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un état d'esprit que nous implantons aujourd'hui dans la tête des Congolais. Et personnellement, moi, je suis déjà sacrifié. Carbone béni. Merci. Merci, Peter. C'était là Carbone Béni, responsable du réseau Filimbi. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Mongafula ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.